À la une ce soir, les pelleteuses en action au François, opération de ramassage d'algues de sargasses ce matin. Un coup d'épée dans l'eau selon les habitants, vous les entendrez dans un instant. Notre invité Patrick Lecurieux-Durival, le nouveau président du Conseil économique et social et environnemental, nous dira quelles sont les préconisations en matière de lutte contre les sargasses. Nous reviendrons également sur le rôle de cette nouvelle institution. Aligner forme et couleurs toujours plus vite, c'est la règle du Rubik's Cube. Le célèbre jeu a fait l'objet d'un concours ce matin dans le cadre de la semaine des mathématiques. Enfin, 2 tronçons pour les coureurs du Critérium des quartiers. Ce samedi, la compétition cycliste a réservé de nombreuses surprises. Résumé et classement dans votre page sport à la fin de cette édition. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Elles font désormais partie du paysage. Les algues de sargasses ont envahi une nouvelle fois une partie du littoral martiniquais. Les communes du François et du Robert sont fortement touchées. Les riverains sont désespérés malgré les opérations de nettoyage qui se poursuivent. Reportage de Johan Boulard. Aux grands mots, les grands remèdes. Un géant de fer de 25 tonnes pour dégager l'envahisseur de la presqu'île du François. Un travail herculéen auquel Mano s'attache depuis 7 heures ce matin. Là, il y a un vase là, donc on ne peut pas entrer tout à fait dans de l'eau pour tirer. Donc, je vais attendre qu'on emmène là, moi, je vais prendre des goulines là pour après nous évacuer. Il y a un petit là quand même. Il y a des jours de travail. Ah ouais, là, il y a des jours de travail là. Je ne sais pas combien il y a exactement, mais bon. La composition des fonds et leur topologie rend ce travail d'autant plus difficile. Un coup d'épée dans l'eau, selon certains riverains. Qui c'est qui a fait une journée en bas nous pour nous payer cette tête là? Qui c'est qui a fait une journée en bas nous? Qui c'est qui a fini de tirer tout ça gaz là ici? Et puis cette tête il pas marché pour tirer ça gaz. Ça pas bon pour tirer ça gaz là, puis c'est un boubé. D'habitude, c'est mieux quand ils sont plus devant les sargasses, quand ils ne sont pas trop près. Mais quand ils mettent les sargasses sur la terre, ici, on sent vraiment les sargasses encore plus. Car le monticule ne sera pas évacué dans la foulée. Et c'est bien là le problème. Après séchage, se dégage ce gaz putride et dangereux qu'est le sulfure d'hydrogène. Pour les résidents à proximité immédiate, cette catastrophe sanitaire doit être reclassée catastrophe naturelle. J'ai déjà perdu 2 ordinateurs, une télévision, un congélateur. Le statut de catastrophe naturelle nous permettrait de bénéficier de remboursements de la part des différentes compagnies d'assurance. Un avis partagé par le préfet Franck Robine. Il affirme avoir déjà engagé des mesures en ce sens. J'ai saisi le ministre de l'Intérieur, je lui ai envoyé une note à ce sujet pour voir si on peut déclencher ce mécanisme-là. À l'évidence, nous sommes dans un cas de catastrophe naturelle. À l'évidence, il y a des dégâts. Donc voilà, je vais porter ce dossier haut et fort maintenant auprès des autorités compétentes. Mais alors, comment ne pas s'inquiéter des dégâts sur la santé quand ce gaz corrosif altère des matériaux comme le fer ou le plastique? Des relevés seraient effectués régulièrement. Pour l'heure, l'État considère que le taux d'émanation de gaz reste sans danger. Bonsoir Patrick Lecurieux-Durival. Bonsoir. Vous êtes le nouveau président du Conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation. Évidemment, les sargasses, ça tombe évidemment dans le cadre de ces thèmes. Selon vous, que peut-on faire pour régler ce phénomène? Alors, il y a aussi la composante sport dans la structure dont j'ai l'honneur d'être le président. S'agissant de ce qui concerne les sargasses, alors nous n'avons bien évidemment pas de compétences en la matière, mais très vraisemblablement, nous aurons l'occasion de nous pencher sur ce thème dans le cadre des travaux de notre commission qui vont se mettre en place d'ici à peu près 2 semaines. Alors, il y a plusieurs semaines, la CTM avait justement entrepris d'évoquer la question avec le préfet qui était intervenu lors d'une séance plénière. Alors, pour rappel, votre conseil, c'est un conseil consultatif qui dépend de la CTM. Est-ce que vous pouvez faire des propositions? Est-ce que vous pouvez aussi faire des relais au niveau du Conseil économique et social, au niveau national? Alors, nous avons 2 axes d'intervention. Bien évidemment, nous sommes amenés à donner notre avis lorsque cet avis nous est demandé par la CTM ou par le préfet. Mais nous avons aussi la possibilité de nous autosaisir sur certains sujets. Et vraisemblablement, si nous ne sommes pas saisis pour avis sur le thème des sargasses, je pense qu'il y aura fort à parier que notre commission, je ne sais pas si c'est celle qui va s'occuper de l'environnement ou celle qui s'occupera de la pêche, mais en tout cas, en interne, nous serons amenés à travailler sur et à réfléchir sur cette problématique sargasse.
On va revenir sur le rôle de cette institution. Je l'ai dit tout à l'heure, vous avez été élu récemment, jeudi, à la tête de ce nouveau conseil consultatif qui reprend donc l'ancien qui émanait du conseil régional de la Martinique. Il y a beaucoup de champs beaucoup de thèmes, économie, sociale, environnement, éducation, sport. Comment les travaux sont organisés? Alors les travaux sont organisés tout d'abord au sein d'une commission permanente, mais surtout au travers des différentes commissions qui vont être mises en place, où vont se rencontrer les différents acteurs, et ce sera véritablement les outils de travail et de propositions qui vont faire remonter leurs propositions au sein de la commission permanente, de bureau, pour ensuite être transmises à la CTM, au préfet, ou diffusées au grand public quand il s'agira de propositions ou de thèmes sur lesquels nous aurons fait une autosaisine. Alors justement, ce conseil est un conseil où les membres sont rémunérés, en tout cas indemnisés par l'argent public. Comment le citoyen peut suivre vos travaux? Est-ce qu'il y a des comptes rendus régulièrement qui vont être distribués à la population? Alors, en ce qui concerne la rémunération, il faut que les choses soient très claires. Le montant de la rémunération n'a rien d'excessif. Ça peut aller à un millier d'euros par mois pour certains conseillers, un peu plus. Non. Non, c'est beaucoup moins. C'est en plus, il y a une déduction à chaque absence des différents conseillers lors des travaux des commissions. Donc, si les conseillers ne sont pas présents, ils seront payés en moins et en conséquence. Ça, c'est un premier point. En ce qui concerne les travaux, nous allons mettre en place un certain nombre de commissions avec des thèmes qui vont être déterminés par les commissions. Et puis, nous allons donc travailler sur ces différents thèmes. Je veillerai à ce que les travaux soient des travaux suivis, qu'ils aboutissent à des comptes rendus, à des rapports, et je veillerai à ce que ces rapports soient publiés de telle sorte que la population puisse utiliser, s'il le souhaite, les différents rapports produits par le Conseil économique, le CESEM. Alors là, on a donc eu un président ainsi que des vice-présidents. J'imagine qu'il y aura une sorte de bureau. Oui, qui sera élu mercredi prochain. Alors, quelle sera la composition de ce bureau? Vous avez parlé de parité pendant votre campagne. Est-ce que ça sera respecté? Tout à fait. Alors, j'ai un projet de liste pour ce bureau, puisque ces listes devront être soumises à l'élection de l'ensemble du Conseil ce mercredi prochain. J'ai tenu à ce que ma liste soit radicalement paritaire, c'est-à-dire il y aura dans l'ensemble des 8 membres autant d'hommes que de femmes. Et ensuite, à l'intérieur de ces représentants au sein du bureau, il y aura le maximum de secteurs d'activité ou de secteurs tout simplement représentés. À 8, je ne pourrai pas représenter tous les secteurs figurant dans le Conseil économique et social régional. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Patrick Lucreux, d'avoir accepté notre invitation. On aura l'occasion de suivre évidemment les travaux de ce conseil dans le courant de l'année. On poursuit ce journal avec l'inauguration de la maison du service public à Ducos. C'était ce matin un espace dédié aux habitants. Ils pourront effectuer différentes démarches administratives grâce à des ordinateurs mis à disposition. Et selon le maire, il s'agit également d'un lieu de rencontre. Écoutez. Il n'y a pas que ça seulement, il y a la facture numérique, parce qu'on sait très bien que maintenant tout est tactile, mais ma préoccupation aussi, c'est que la numérisation n'engendre pas l'inhumanisation, puisque très souvent on s'attelle à faire beaucoup de numérique, puis les smartphones, etc., mais on ne se parle plus. On n'a qu'à voir les fois, les gens, lorsqu'ils sont dans leur portable ou dans leur numérique, ils ne savent même pas s'il y a un parent, ils ne disent même pas bonjour. Donc il faut se compléter. Donc c'est un lieu de rencontre? C'est un lieu de rencontre indispensable, d'autant plus que nous sommes en rural, nous sommes dans les quartiers. C'est indispensable d'échange et force de proposition. C'est un acte obligatoire et pourtant, selon la SMHLM, peu de locataires contractent une assurance habitation. Elle couvre les occupants d'un logement en cas de sinistre. Le bailleur social souhaite inverser la tendance. On voit comment avec ce reportage de Johan Boulard.
Si Germaine pousse la porte de son bailleur ce matin, ce n'est ni pour voir le concierge, ni pour payer son loyer, mais bien pour souscrire une assurance. C'est important que la maison soit assurée parce qu'il y a les risques d'inondation, d'incendie, de tremblement de terre, et puis pour les habitants aussi. Une tranquillité d'esprit qui a un coût, compté en moyenne entre 15 et 20 euros par mois. Un critère essentiel pour Alain, s'assurer oui, se ruiner non. 1 euro, c'est plus qu'une baguette, c'est à peu près une baguette et demie. Donc, on commence à calculer vraiment sur l'intérêt personnel, tout en maintenant sa sécurité, bien sûr, sa sécurité et la sécurité de l'appartement, bien sûr. La superficie de 60 mètres carrés. Un siège social transformé en forum. Une fois n'est pas coutume, ce sont bien les assureurs qui viennent à la rencontre des prospects. Moi, je me mets à la place d'un client, je me dis que c'est juste génial que j'ai un assureur qui vienne directement me proposer des services. D'autant plus qu'on a la possibilité de lui exposer notre offre et éventuellement de répondre à son besoin d'assurance dans l'immédiat sur place, sur le forum. L'assurance derrière prendra bien sûr en charge, en fonction de ce que vous avez bien sûr souscrit auprès de la compagnie, prendra en charge le dédommagement et l'accompagnement, votre accompagnement éventuellement même pénal. On est sur un territoire également où il y a beaucoup de risques, tremblements de terre, inondations en cas d'intempéries, incendie. Les gens ne sont pas obligatoirement sensibilisés par rapport à ça. Sur 10 000 résidents, bon nombre n'étaient pas à même de présenter leur assurance pour cette année 2018. Alors plutôt que de réprimer, la société a lancé pas moins de 1000 invitations. Le défaut d'assurance est un motif de résiliation du contrat de location. On peut assigner le locataire pour la résiliation du bail si le locataire n'assure pas son logement. Donc aujourd'hui, notre métier, c'est pas d'expulser les gens, c'est bien de les maintenir dans leur logement. Donc on essaie de tout mettre en œuvre pour faciliter la relation entre nos locataires et l'assureur. Malgré le côté pratique pour les locataires situés à 2 pas de l'opération, ils sont peu nombreux à avoir fait le déplacement. Restez avec nous dans quelques instants. Votre JT des communes du samedi. Ce soir, direction le Gros Morne, où l'église est toujours en travaux. Un véritable supplice pour les fidèles, vous le verrez. Et puis le portrait d'un agriculteur gros-mornais. Il s'appelle Christian Jean-Philippe, planteur de bananes. Il nous fera part des difficultés rencontrées par la filière. Mais d'abord, quand un casse-tête devient un jeu et également un support d'apprentissage, le Cubix, ce jeu de rapidité, a fait l'objet d'un concours ce matin lors d'un rassemblement autour de la semaine des mathématiques. Le reportage de Jade Abelli. Concentration, rapidité, mathématiques, 5 jeunes passionnés se lancent un défi. Finir le plus rapidement un Rubik's Cube. Sam a été attiré par ce jeu et il n'a pas lésiné sur les moyens pour en avoir un. C'est au bout d'une compétition d'athlétisme. C'était une compétition de Martinique et c'est arrivé premier athlète de Martinique de 200 mètres, enfin de 2 km. Et mon tonton m'a dit que si j'arrivais premier, j'allais avoir un Rubik's. Et si j'arrivais premier, j'ai eu mon Rubik's. C'est là que j'ai commencé à apprendre à faire du Rubik's. Ça m'apporte une concentration, la manipulation au niveau des doigts et de la logique. Pour les parents, il s'agit d'une façon intéressante de canaliser leurs enfants. S'améliore déjà pour le former complètement, toutes les phases. Après toutes les phases, il s'est pris au temps, il a commencé à faire des temps vraiment longs et puis au fur et à mesure, il s'est amélioré et puis il est venu jusqu'au concours aujourd'hui, quoi. C'est déjà quelque chose de bien pour lui. Bon, ça lui permet d'être un peu moins turbulent. Et puis au lieu d'être peut-être en bas, faire peut-être n'importe quoi, il est dans sa chambre et puis il joue avec son Rubik's Cube, quoi. Au-delà de l'aspect ludique, le Rubik's Cube intervient comme un véritable outil pédagogique. Son atout, faciliter l'apprentissage des matières réputées difficiles. C'est plus facile parce qu'en fait, les personnes qui jouent n'ont pas l'impression de faire des maths. Et donc ça permet d'intéresser parce que c'est moins rébarbatif. On n'a pas l'impression d'être emprisonné dans des chiffres, dans des calculs. Et pourtant, rien qu'avec le Rubik's Cube, c'est toute une série d'algorithmes qui permet en fait de réaliser ce Rubik's Cube. L'apprentissage par le jeu avait déjà trouvé sa place dans les classes maternelles. Peut-être réussira-t-il à réconcilier les plus grands avec les mathématiques.
Et sachez que le record du monde est de 4 secondes 69. Il est détenu par un Coréen. On poursuit ce journal avec votre JT des communes ce soir, destination le Gros Morne. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes au Gros Morne pour ce numéro commune de l'intérieur, commune rurale avec ses nombreux agriculteurs. Aujourd'hui, on peut dire que cette ville traverse une grave difficulté financière. Elle a du mal à se relever. Sinon, dans ce numéro, nous vous emmènerons principalement voir les travaux de l'église programmés dans les semaines à venir. En tout cas, on peut l'espérer. Nous parlerons également agriculture avec un petit planteur très connu au Gros Morne. Voilà, en quelques mots, le sommaire. C'est parti pour quelques minutes d'intense plaisir et de découverte à Gros Morne. Fragilisé par le cyclone Dine et le tremblement de terre de 2007, depuis, l'église du Gros Morne n'a pas réouvert ses portes au public. Une attente que les paroissiens jugent insupportable. Du côté de la mairie, en revanche, on annonce des travaux imminents. Voyons le reportage de Sandrine Claude. Ce matin, comme depuis plus de 10 ans, c'est dans cette salle du presbytère qu'est célébrée la messe, à quelques mètres seulement de l'église, fermée depuis. Une attente interminable pour la communauté catholique, d'autant que les dimanches, c'est sur un autre site, le temple de la rencontre, qu'elle doit se rendre. Pour les personnes âgées, descendre vers la tente, il y a une pente assez abrupte, et puis c'est pas facile. À l'église, là, c'est très facile et accessible pour tous. Le déménagement vers les deux sites provisoires s'est fait progressivement. On a dû séparer l'église en deux parts et puis ensuite on a dû malheureusement à cause de la non-étanchéité du toit mettre je pourrais dire à l'abri l'ensemble du peuple de Dieu et nous avons préféré aller sous la tente de la rencontre pour avoir un peu plus de sécurité. Les agents communaux ont pu procéder à certaines investigations, donc nous avons déshabillé certains poteaux. Des vérifications qui ont fait l'objet d'une préétude pour déterminer les travaux à mener et qui expliqueraient le délai de démarrage du chantier. Plutôt qu'une reconstruction, la municipalité a opté pour une réfection du bâtiment. Il fallait véritablement passer d'abord par le diagnostic de pré-travaux qui a révélé véritablement les travaux nécessaires. Ça nous a permis de recalibrer un peu ces travaux-là. C'est en particulier les charpentes et le clocher qui vont nécessiter la plus grande part de travaux. Montant du chantier, 5 millions d'euros. Il a fallu trouver des astuces pour alléger la facture. Monsieur le maire et son équipe ont eu l'idée de proposer ce bâtiment, cet édifice, à l'inscription au bâtiment historique de France. Donc c'est une inscription qui a eu lieu en janvier 2017, ce qui nous permet de garantir un certain nombre de financements État, quand même conséquent, donc je dirais à hauteur de 40 à 60%. Officiellement, la première phase des travaux devrait démarrer d'ici la fin de l'année. Les fidèles du Gros Morne devraient retrouver une église comme neuve d'ici 3 à 4 ans. Si vous montez Gros Morne, nous pas besoin de souffler. Le Gros Morne, justement, est une terre d'agriculture. De nombreuses parcelles sur le territoire sont plantées en bananes. L'occasion pour nous d'aller rendre visite à l'un de ces acteurs du développement économique, un petit planteur qui a tout perdu depuis le passage de l'ouragan Maria. Aujourd'hui, avec ses 6 ouvriers, il tente de remonter la pente. Voyons le reportage de Sandrine Claude. C'est une parcelle d'une demi-hectare que j'ai replantée mardi. Un travail de reconstruction de longue haleine. Après le passage de l'ouragan Maria, sur 11 hectares de ces plantations, Christian en a perdu pas moins de 8. Un coup dur pour cet agriculteur qui exerce depuis plus de 20 ans. On est obligé de mettre les bouchées de double pour remettre la plantation en état.
faire cyclonnage dans les parcelles qui restaient et puis de préparer les sols pour replanter assez rapidement. Un départ à zéro d'autant plus difficile, car entre mauvaises images et des dépenses importantes, aujourd'hui, la profession doit faire face à des contraintes toujours plus nombreuses. Un beau métier, mais très difficile par rapport à la main-d'œuvre. Et tout ce qu'on nous demande maintenant, et puis en plus, on est critiqué de partout. On est des pollueurs. Pourtant, vous voyez que maintenant, on fait une agriculture bien propre, pas de pesticides. Mais c'est la main-d'œuvre qui nous tue. Parce qu'une parcelle auparavant faisait du désherbant, cette parcelle-là pouvait se faire en une journée. Et maintenant, débroussailleuse, là, il faut compter 4 journées. Tout ça, ça représente un coût. Un métier difficile, certes, mais dans lequel Christian veut persister. Après une tempête, on a envie de tout abandonner. Tout abandonner. Alors, qu'est-ce qui fait que vous tenez encore aujourd'hui? Eh bien, si je tiens pas, je serai obligé d'aller sous les ponts. Car cette exploitation, c'est avant tout une histoire de famille. Avant la banane, j'étais dans les fleurs. J'étais dans les fleurs avec mes parents. Et puis, bon, vu que mes parents, ils ont pris de l'âge, mon père, il est entré à la retraite. Et puis, il m'a basculé dans la banane. Et puis, c'est pour ça que je suis là jusqu'à maintenant. Difficile de se reconstruire après un ouragan, d'autant que les conditions météorologiques ont été inhabituelles ces derniers mois. Comme beaucoup, Christian espère au plus vite pouvoir remettre sur pied son exploitation. On ne pouvait pas visiter le Gros Monde sans faire un arrêt à HSE, l'habitation Saint-Étienne. Et j'ai eu cette immense chance de me retrouver dans l'un des chais ici, puisque nous avons avec nous Cyril Lawson, qui est responsable du développement. Alors ici, nous sommes où précisément? Alors nous sommes dans un des chais de l'habitation Saint-Étienne, un chai qu'on a appelé le chai des oiseaux, parce qu'on on voit les œuvres, de jolies œuvres de Federica Mata, qui est une artiste franco-chilienne qu'on expose au niveau du point de vente et de la salle d'exposition. Et avec, donc on a replacé quelques-unes de ces œuvres dans un de nos chais. Et c'est le chai dans lequel on est actuellement. Bien sûr, lorsqu'on dit chai, ça veut dire Rome tout de suite, hein. Cette odeur, cette saveur qui se dégage, ça rappelle vraiment la terre. Alors c'est une habitation qui date de 1800, hein, à l'époque qui embauchait beaucoup de gros Mornais. C'était l'époque des distilleries nombreuses sur le territoire. Aujourd'hui, c'est quand même une trentaine de personnes. Hein. Oui, on est à peu près 35 collaborateurs aujourd'hui à l'habitation Saint-Étienne, avec des métiers très techniques, très spécifiques des habitations. Comme des opérateurs de chais, par exemple, qui sont spécialistes des fûts, qui sont capables de faire je dirais, toutes les étapes de la production du rhum vieux, qui sont également capables de démonter un fût, de le remonter, qui ont des techniques de tonnellerie assez avancées. Donc on a des métiers qui vont à la fois de spécialistes du rhum et des métiers un peu plus génériques, évidemment, comme les services administratifs, comptables et divers. Comment se positionne HSE aujourd'hui sur le marché du rhum? On sait que vous avez obtenu récemment une belle moisson de médailles, mais comment vous vous situez aujourd'hui? Alors, déjà, pour commencer, on a la chance d'être sur une île qui produit sans aucun doute un des meilleurs rhums au monde. On ne va pas dire le meilleur rhum au monde parce que ça manque peut-être un peu d'humilité, mais de façon clairement tangible, un des meilleurs rhums au monde, qui est le seul à avoir une appellation d'origine contrôlée. On ne le rappelle pas assez, mais la Martinique est le seul département des DOM-TOM à avoir une appellation. On le redit, redites-moi ça. Voilà, c'est le seul département des DOM-TOM à avoir une appellation d'origine contrôlée, et elle est sur le rhum, évidemment, donc le rhum AOC Martinique. Donc quand on considère le marché du rhum aujourd'hui, on peut prendre deux axes, par exemple un axe martinico-martiniquais, c'est-à-dire le marché martiniquais, et le marché plus global. Le rhum agricole sur le marché global représente très peu de volume. C'est-à-dire la France, voilà, la France et l'international. En gros, on considère que le rhum agricole pèse aujourd'hui 3 à 4% du marché mondial. C'est pour situer la hauteur du combat. On est vraiment sur une niche, même si on a un peu plus de pénétration sur le marché français, puisqu'on a une tradition de la consommation du tiponche. Beaucoup de touristes viennent nous voir, repartent avec cet emblème martiniquais qui est le tiponche. Et du coup, on a une présence plus importante en France
qu'à travers le monde. Mais je pense que l'ensemble des opérateurs du rhum martiniquais aujourd'hui travaillent pour ce développement à l'export, au grand export, comme on dit. Un rhum qui est mis en bouteille ici même, sur cette habitation, mais distillé à l'habitation dans notre distillerie au Simon. Voilà. Donc nous distillons au Simon. Qui est notre distillerie. Nous sélectionnons une partie de la production du Simon pour HSE. Cette production donc, va être transportée au Gros Morne avec 2 destinations principales, puisqu'on distille du rhum blanc, évidemment. Une destination donc, à viser marché rhum blanc, et une autre destination où on va placer nos rhums blancs dans les fûts qui sont ici pour donner donc, les rhums vieux avec plusieurs comptes d'âge, c'est-à-dire plusieurs années de vieillissement qui vont être un VO, donc un 3 ans d'âge, un VSOP, un XO et tous les grands millésimes qu'on connaît. Ça nous amène à parler de nouveautés, avec, je crois, alors on peut le dévoiler, vous sortez une cuvée spéciale. Voilà, oui. Alors on a eu la chance de travailler avec une maison française prestigieuse, et plus précisément M. Alain Ducasse, qui est, je dirais, l'ambassadeur, ou en tout cas un des ambassadeurs de la grande gastronomie française. Et on a travaillé avec ses équipes, et notamment M. Marjan, qui est le sommelier en chef des établissements Ducasse pour le monde entier. On a travaillé sur un assemblage, une sélection de rhum vieux pour les établissements Ducasse à travers le monde. D'accord. Ça, c'est formidable. C'est absolument formidable. C'est une aventure d'abord. En termes d'image, ça doit représenter énormément. Ça. Oui, alors sur l'image, oui. Alors d'abord, avant l'image, ça a été le travail. On a travaillé quasiment 2 années consécutives pour mettre au point ce rhum vieux, parce que les attentes de M. Ducasse et de M. Marjan étaient très précises. Ils voulaient un rhum qui soit typique de l'AOC Martinique, mais qui soit aussi singulier par rapport à ce qu'on fait habituellement. Donc ils avaient une idée précise de tout ce qu'ils souhaitaient. Donc la démarche, elle était vraiment intéressante parce que M. Marjan s'est déplacé, est venu, a goûté l'ensemble des différents profils de rhum vieux que nous avons pour connaître notre production, pour l'intégrer dans sa démarche. Et après, on a travaillé sur des grandes sessions d'assemblage où on a mis 3% de tel produit, 4% de celui-là. En tout cas, c'est un beau positionnement pour le rhum et pour HSE qui va bientôt se ranger au niveau des grands cognacs. Pourquoi pas? Oui, sans aucun doute. Alors j'ai l'avantage de ce travail commun, c'est d'abord de nous permettre d'être dans des restaurants absolument prestigieux, ce qui est vraiment une bonne chose en termes d'image, effectivement, vous l'avez noté tout à l'heure. Aussi une internationalisation, puisque les établissements Ducasse sont présents outre le Plaza Athénée à Paris, qu'on connaît tous, le Versailles, le Champeau. Je connais deux noms. Voilà, on a également des établissements à Monaco, à Hong Kong, au Japon. Dans les Émirats arabes, à New York et à Las Vegas. Donc ça nous permet déjà d'être présents dans l'ensemble des établissements Ducasse à travers le monde, ce qui est vraiment une fierté pour HSE et j'ose espérer pour l'ensemble de la production des rhums AOC Martinique. Merci Monsieur Lawson. En tout cas, on a fait le tour de la question. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter longue vie et puis bon chai, c'est ça, on va dire ça comme ça. Voilà, de continuer à faire rayonner l'image de la Martinique et donc des rhums AOC Martinique à travers le monde. Pour un bon rayonnement. Voilà, exactement. Voilà. En tout cas, merci pour toutes ces précisions. Merci quant à vous de nous avoir suivis. On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouve la semaine prochaine en d'autres lieux pour d'autres aventures. Très belle soirée. Voilà pour ce nouveau numéro du JT des communes qu'on retrouve la semaine prochaine. Pour l'heure, c'est la place à l'actualité sportive. Une page sport exclusivement dédiée au cyclisme avec la 3e étape du Critérium des quartiers. Premier tronçon ce matin entre le Palais des Sports du Lamentin et Gondo. Victoire de Dorian Wild du WC Toussy devant Jean-Emmanuel Laurent du VCF et Jordan Plumber. Le résumé de la course avec Carré Chassol et José Le Chertier. Si c'est une journée ardue qui attend les rescapés du Critérium des quartiers avec 2 tronçons de 80 km, dès les premiers hectomètres, certains veulent mettre du rythme.
Mais rien de bien significatif, même dans la côte d'Augrain. Dans la deuxième ascension de la matinée, la côte de Chopotte, c'est Olivier Rago de la POJ qui donne le tempo. Une cassure se produit dans le peloton. Au François, une vingtaine d'hommes se portent en tête de course, dont 2 dangereux pour le maillot jaune, Michael Stanislas de l'UCS et Willy Roseau du Madina Bikers. Ici à 4 croisés, on a le sentiment que le peloton est en train de revenir. Il n'en est rien. Au Saint-Esprit, ils sont 21 en tête de course, dont 6 du Madina Bikers et 3 de l'UCS. Ils tentent de conjuguer leurs efforts afin de creuser l'écart avec le maillot jaune. Un groupe de 21 dans lequel on retrouve tout de même 3 sociétaires du VC2C. Au sommet de la Palle, un Ducos, Damien Wild du VC2C et Jean-Christophe Florimond du Madina Bikers s'échappent. Ils ont quelques mètres sur le reste du groupe. Et 1 minute d'avance sur le maillot jaune. Un peloton qui effectue la jonction avec le groupe de contre-attaque avant le Palais des Sports du Lamentin. Devant, dès le début de l'ascension du Mont Pito, Jean-Christophe Florimond du Madina Bikers est décramponné. Au sommet, Damien Wild a 45 secondes d'avance sur Florimond. Qui voit le peloton revenir, il est à 1 minute de l'homme de tête. Un écart que Damien Wild arrive à maintenir. Et même si au niveau de l'hôpital de Mangovulsin, il est pris en chasse par 8 hommes, les Guadeloupéens Némorin et La Violette, Laurent de l'UCS, l'abbé Joffre de Féroce, Pleubert de la POJ, Laurando du VCF, Canales du VC2C et Arcade du Madina Bikers, il ne lâche rien et s'impose en costaud dans la côte de Gondo. Jean-Emmanuel Laurando de VCF et Jordan Pleubert de la POJ complètent le podium. Si Willy Wouzou du Madina Bikers termine à 1 minute 3 secondes du vainqueur, le maillot jaune, lui, est à 5 minutes. C'était assez compliqué parce que c'est parti assez vite, il y avait des gros groupes qui sortaient. Nous, on voulait garder Jordan dans le coup vu qu'il était maillot jaune. Après, il n'était pas là, il était piégé, donc on ne savait pas trop quoi faire, on passait pas, on attendait. Ça rentrait pas. Et à un moment, j'ai voulu faire les points du grimpeur, on s'est retrouvé à 2. Et du coup, on est parti à 2 et le gars, il voulait pas trop passer avec moi, donc je l'ai gardé dans ma roue le temps de creuser. Je dis, il faut que je creuse pour pas que son équipe, elle passe. Et du coup, après, j'ai attendu et dans la longue bosse, à 40 bornes de l'arrivée, je suis parti tout seul et après, j'ai essayé de gérer mon effort comme je pouvais, quoi. Avant le deuxième tronçon, Damien Wild du VC2C est le nouveau maillot jaune avec 14 secondes d'avance sur Willy Wozo du Madina Bikers et 24 sur son coéquipier Scott Hold. Voilà pour ce premier tronçon. Et Caril Chassol de Rédaction des Sports nous a rejoint. Bonsoir Caril. Bonsoir. Vous étiez sur cette première étape, excusez-moi. Excusez-moi, ça nous rappelle de bons souvenirs. Donc du coup, vous étiez sur ce premier tronçon ce matin. Que retenir? On a vu dans votre résumé. Est-ce qu'il y a eu des moments qui étaient vraiment intéressants dans cette première matinée de course? Alors dans cette première matinée de course, ce qu'on va surtout retenir, c'est vraiment le contrôle quand même de cette équipe du VC2C qui nous fait très très forte impression, hein, à nous qui sommes sur cette course depuis jeudi soir. Une équipe complète, une équipe équilibrée, une équipe avec notamment un ancien pro qui aspire à le redevenir. Il veut être très bon amateur pendant cette saison
pour essayer de revenir dans le circuit professionnel en 2019. Donc c'est quelque chose donc c'est un coureur qui est costaud. Et ce qu'on voit depuis 2 jours, donc, c'est vraiment une équipe de l'Hexagone qui est très très costaud. Cela dit, nos coureurs martiniquais... Alors c'est la question que j'allais vous poser. Ouais. Est-ce que les Martiniquais vont pouvoir tirer leur épingle du jeu? On verra cela dans quelques instants avec le deuxième tronçon que vous avez suivi. Mais d'abord, voilà, est-ce que la Martinique va pouvoir sortir du lot? Alors, malgré tout cela, ce qu'on a pu voir déjà, ne serait-ce que ce matin, c'est quand même que les Martiniquais arrivent à tirer leur épingle du jeu. On a vu certains coureurs du Madina Bikers, certains coureurs de l'UCS, et voire même de la POJ, ça c'est plus cet après-midi. Mais les coureurs martiniquais arrivent malgré tout à rivaliser, même si sur le papier, peut-être qu'ils n'ont pas une équipe aussi complète, aussi forte, peut-être que celle du BC2C, mais ils arrivent à faire certaines petites choses, et notamment cet après-midi. Alors, quelle est la difficulté de ce critérium des quartiers par rapport aux autres compétitions du calendrier? Alors, le critérium des quartiers, c'est une compétition qui est quand même très différente, comme vous venez de le dire, parce qu'on va véritablement dans des petits quartiers du Lamentin. On passe, c'est peut-être le seul moment de l'année où on va dans ces quartiers-là, où on va, cet après-midi, par exemple, il y avait... la côte, le sommet de la SNIL, par exemple, on n'y va jamais pendant le tour ou autre. C'est vrai qu'on sait pourquoi, en termes de raisons peut-être de sécurité, etc. Mais le sommet de la SNIL ou l'arrivée cet après-midi à Morne-l'Enfer, ce ne sont pas des endroits où on va souvent. Alors ça monte beaucoup. Ça monte beaucoup, ce sont de très grosses côtes. Et elles font des dégâts. On entendait cet après-midi sur une radio que certains coureurs étaient quasiment à l'arrêt. Vous avez pu le voir? Oui, tout à fait. Il y a eu des coureurs à l'arrêt à la fois au sommet de la SNIL. Et d'ailleurs, pour être très clair, nous-mêmes qui étions à moto, notre motard a préféré arrêter la moto pour ne pas trop user l'embrayage, parce que c'est vrai qu'on montait très 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 doucement. On imagine donc du coup les braquets des vélos ont dû souffrir. Alors on attend encore quelques instants avant de voir votre résumé qui arrive dans quelques instants. On va revenir sur ce critérium des quartiers. Vous disiez que c'était une manifestation qui est au cœur donc des quartiers. Est-ce que l'aspect populaire est vraiment très important? Est-ce que ça permet de soutenir les équipes locales? Oui, non, tout à fait, parce qu'en fait, ce critérium des quartiers, c'est une compétition un peu atypique. On va vraiment dans des quartiers, on va dans des endroits où on n'a pas l'habitude d'aller, ce qui fait que des gens peut-être qui n'ont pas toujours l'habitude d'aller voir du cyclisme peuvent voir les cyclistes de très près. Et ça, c'est un aspect vraiment très important, très intéressant. Et je pense que l'organisation, c'est ce choix qui est fait par l'organisation afin de pouvoir permettre un peu à tout le monde, afin de pouvoir passer dans tous ces quartiers, peut-être pas tous, mais la plupart des quartiers de cette ville du Lamentin. Et puis c'est peut-être aussi une des compétitions qui permettra, alors c'est vrai que c'est loin, on est à plus de 6 mois, mais le Tour de Martinique, est-ce que là déjà on peut voir quelques têtes d'affiche qui vont pouvoir montrer leur performance? Oui, alors en fait, la saison a débuté en janvier. On est au 3e mois de compétition. Et là, on rentre vraiment dans le dur parce que on rentre véritablement ce critérium des quartiers. Il y a eu aussi le Grand Prix le week-end dernier. Mais le critérium des quartiers permet aussi de basculer véritablement dans ces courses à étapes, courses dures. Parce que le critérium, par exemple, il a commencé jeudi par un prologue. Il y a eu une étape, alors c'était un contre-la-montre par équipe. Vendredi après-midi, il y avait une étape. Aujourd'hui, 2 tronçons, 2 fois 80 km, avec quand même de grosses côtes. Et puis, ça va se terminer demain. Donc, quand même, beaucoup d'étapes en peu de jours, en 4 jours. Là, dans 15 jours, ils remettent ça, avec une compétition incontournable aussi du calendrier, qui est le Trophée de la Caraïbe, là encore sur 4 jours. Là, on bascule progressivement, véritablement, dans les grosses compétitions qui permettent à nos coureurs de se préparer en vue du Tour qui aura lieu donc début juillet. Alors, pour terminer, votre pronostic. Alors, on a dit que vous êtes assez impressionné par l'équipe hexagonale VC2C, qui a quand même des Martiniquais, mais là, demain, ça se termine. Qui va gagner? Alors,
c'est difficile, c'est vrai évidemment. que c'est difficile, même si, on le verra dans le résumé, Willy Roseau a réalisé, du Madina Bikers a réalisé un festival cet après-midi, notamment à Morne-l'Enfer. Et c'est vrai qu'il est en bonne position aujourd'hui avec donc ce maillot jaune ce soir. Et puis aussi avec une équipe du VC2C qui malheureusement a perdu un coureur qui a chuté lourdement, qui a été transféré à l'hôpital. Et donc, cette équipe du Madina Bikers se trouve en bonne situation pour pouvoir essayer de remporter ce critérium. Toutefois, il faudra encore cadenasser, verrouiller, contrôler éventuellement la course demain. Donc, rien n'est encore joué au moment où on parle. Et on va donc revenir sur, j'allais dire, ce coup de théâtre presque, puisque c'est ce fait de course, puisqu'avec cette chute, donc, on a pu avoir le Madina Bikers qui remonte au maillot jaune, donc un deuxième tronçon de 80 km, véritable course à rebondissement. Elle a vu le Madina Bikers, vous venez de le dire, développer une stratégie payante. Le club Lamontinois réalise un doublé au sommet de Morne-l'Enfer. Willy Roseau fait coup double, victoire d'étape et maillot jaune. Le résumé de Karel Chassol et José Le Chertier, c'est maintenant. Après un départ fictif à Gondo, le réel se fait au rond-point de Mao. Très rapidement, 8 hommes se portent en tête de course, une échappée qui perd très tôt Émeric Rizal de Féroce et qui ne dure d'ailleurs que le temps des 2 tours de circuit entre le rond-point de Mangovulsin, celui de Soudon et Pelletier. Sur la portion entre Plaisance, Chemin-Manzel et Daubert, le VC2C perd Scott Hold qui chute lourdement au bénéfice de ses lacets. Un trio composé de Thierry Rago de l'ECD, de Michael Laurent de l'UCS et d'Hervé Arcade du Madina Bikers s'échappe. Il est pris en chasse par le Guadeloupéen Jean-Louis Damas. Au rond-point de Mangovulsin, le trio a 15 secondes d'avance sur le Guadeloupéen et 1 minute sur le peloton. Un groupe de tête qui évolue au fil des kilomètres. Si dans un premier temps il passe de 3 à 4 avec l'arrivée de Damas, il redevient trio, Rago est victime d'un ennui mécanique. Et l'avance d'Arcade, Laurent et Damas aussi entre 1 minute et 40 secondes. On aborde alors les grosses difficultés de l'après-midi, à commencer par la montée de la SNIL. Là, Michael Laurent craque. Arcade et Damas s'en vont. Derrière, le peloton revient. Willy Roseau est dans la roue de Damien Wild. Et si le peloton se reforme, la course se joue dans la côte de Bois-Rouge. Jordan Plumbert de la POJ porte l'estocade. Willy Roseau notamment saute dans sa roue. Au sommet, Edwin Nubul du VCF passe en tête devant le Guadeloupéen Loïc Laviolette, Willy Roseau et Jordan Plumbert. En difficulté et esselé, le maillot jaune serre les dents. Il ne veut surtout pas laisser filer Roseau. Un groupe de tête qui intègre son coéquipier Eddy Michel Cademart. Dès le début de l'ascension de Morne-Pitot, Roseau s'échappe. Débute alors le festival du sociétaire du Madina Bikers. Dans Morne-l'Enfer, il ne relâche pas son effort. Willy Roseau remporte l'étape et s'octroie le maillot jaune. Eddy Michel Cademart du Madina Bikers et Jordan Plumbert de la POJ complètent le podium. Très belle prestation de l'équipe, on y monte en puissance et donc du coup voilà, il y a eu vraiment une course à rebondissement, une course de mouvement et à la fin je pense que la plus grosse des difficultés était à venir avec quand même 180 km au total pour aujourd'hui, donc du coup 2 tronçons éprouvants et à la fin quand même il fallait trouver les ressources nécessaires, donc c'est vrai que mine de rien il fallait qu'on reste sage pour pouvoir quand même donner tout ce qu'il y a à donner à la fin. Ouais, aujourd'hui quand même c'était une petite course assez sympa, il fallait quand même être aux avant-postes pour essayer de garder le rythme de l'épreuve de ce matin.
Après, ça a bien géré, une belle place au général avec le Ozo ici comme moi-même. Après, ça, on paye, le travail ça paye, donc on tient quand même à remercier vraiment les coéquipiers. Mon collègue qui a chuté, en plus, c'était le leader désigné avec moi, il grimpe peut-être un poil mieux que moi. Et du coup, on était un peu coincés parce que le Vassar qui était devant, il passait plus avec Canales. Bon, après, il a sauté. Mathieu Urbain, il s'est sacrifié. Attention à vous. Mathieu Urbain, il s'est sacrifié pour essayer de ramener, rapprocher. Après, j'ai essayé de faire le saut et quand j'ai récupéré Canales de devant, et ben, il s'est sacrifié jusqu'à là. Il a fait du super boulot jusqu'au pied de la grosse bosse à 70. Et il m'a dit au pied de la bosse, il me dit t'as plus le choix, il me dit quitte à sauter, bah t'essayes d'en mettre partout. On a eu deux étapes très différentes, avec un premier tronçon maîtrisé par le VC Toussi, avec une victoire de Damien Wild qui endossait le maillot jaune au départ cet après-midi. Et puis on a vu que le Madina Bikers cet après-midi effectivement fait la course et le Madina Bikers prend les choses en main avec Willy Ozo qui ce matin se retrouvait à 14 secondes au départ de l'étape de cet après-midi et finalement il va endosser le maillot jaune puisque c'est lui qui gagne devant son coéquipier Eddy Michel Cademart. Donc le Madina Bikers qui fait une très très belle course. Voilà pour le résumé. Suite et fin demain dans votre page sport. Et c'est ainsi que l'on termine cette édition. Avant de vous quitter, je vous rappelle les principaux titres développés. Les algues de Sargasses, opération de nettoyage ce matin au François et au Robert. Le préfet s'est rendu sur place. Vous avez pu entendre les habitants exaspérés par ce phénomène qui perdure. Nous sommes revenus avec Patrick Lecurieux du Rival, le tout nouveau président du Conseil économique, social, environnemental, de la culture, de l'éducation et du sport sur ce phénomène. Le Conseil a prévu de pencher sur la question. Il était question également de sciences dans le cadre de la semaine des mathématiques. Un grand rassemblement aujourd'hui autour des jeux. Et nous avons présenté notamment le Cubix, ce jeu qui allie donc agilité et rapidité. Enfin, le sport, on vient de le voir, le critérium des quartiers ce samedi avec plus de 160 km au menu pour les cyclistes. Suite et fin demain. La météo de Roxane, le journal de BFM TV avec l'information nationale et internationale. À 20h, votre rendez-vous The Voice. Excellente soirée et à demain.